Et bonjour tout le monde. Donc voilà, écoutez, je voulais faire une nouvelle vidéo parce que j'ai vu hier le dernier film de Clint Eastwood, Juré numéro 2. Mais avant de vous parler, je voulais vous faire un petit bilan finalement actuellement de ce qui se passe au niveau de la chaîne. Et donc là, vous voyez d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en rangeant à l'instant un peu ma bibliothèque personnelle, je viens de tomber sur le film de Clint Eastwood, Bird, que j'ai commencé mais je n'ai pas encore vu. Et derrière, il y a Sur la route de Madison, parce que j'ai un coffret Eastwood. Et voilà. C'est sûr que Clint Eastwood a été voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur aussi qui a été souvent critiqué. Quand j'avais fait mon école de cinéma, il y avait vraiment des gens qui n'aimaient pas du tout, voire des enseignants qui pouvaient être très très durs et pas forcément ce qu'on peut entendre pour des points de vue politiques ou quoi, c'est juste qu'ils n'aimaient pas du tout son cinéma. Ils trouvaient que c'était mélo, etc. Moi je trouve que c'est un cinéaste qui à juste titre, s'il ne l'avait pas été suffisamment, il y a eu là une sorte de nécessité de le reconsidérer pour ceux qui l'avaient mal considéré, quoi. Et voilà, et il y a un classicisme en fait chez lui. Je fais d'autres choses en même temps, donc du coup ma parole est forcément un peu morcelée. Mais il y a un classicisme en fait chez lui qui est fort, qui fait penser justement, qui fait penser aux grands maîtres. Les maîtres classiques, je ne connais pas forcément tout très bien, mais par exemple, on pourrait penser ne serait-ce qu'à John Huston, par exemple. Et donc, avant de vous parler de ce film-là et de ce que j'en ai pensé, c'était pour vous dire que, écoutez, concernant la chaîne, les indices sont pas extraordinaires, mais sont pas mauvais non plus. Je dis ça parce qu'on avait été un peu dans du mauvais ces derniers temps, c'est-à-dire avec une perte de visionnage chaque jour. Je ne sais pas si ça a joué un petit peu les messages que j'ai lancés, mais ce qui fait que là depuis 2 jours, justement il y a un temps de visionnage qui commence un peu à remonter. On est toujours loin. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que atteindre le premier palier, c'est pas une fin en soi, parce que en fait, le programme partenaire de YouTube peut tout à fait refuser. Pour plein de raisons différentes. Ça sert à rien de les citer, quoi. Il pourrait y avoir des vidéos qui se ressemblent selon eux. Il pourrait y avoir plein de raisons, en fait. Moi, je pars de l'idée, en tout cas, que l'atteindre, c'est pas forcément y arriver, c'est l'atteindre, c'est avoir une clarté. Et c'est à un moment donné pouvoir faire ses demandes et voir ce qui se passe. Et si à un moment donné ça marche pas, il faut, je pense, les choses autrement. Et peut-être que ça pourra changer aussi en quelque sorte la chaîne, parce que si je pense à un moment donné à un Tipeee, à un Patreon, des choses que je maîtrise pas encore, peut-être qu'il faudra encore penser le contenu différemment, parce que ça voudra dire que la chaîne, tout dépend en fait, il y a plein de paramètres, quoi. Ça dépend en fait si YouTube m'explique. C'est sûr que s'il me dit juste, écoutez, nous on estime que parfois il y a des doublons, ça marche pas, sans autres justifications, et que je me retrouve en fait avec 3000 vidéos, je vois pas comment j'aurai le temps ni l'énergie à un moment donné de les regarder une par une. Ça sera. Si c'est quelque chose de flou, honnêtement, je pense que j'aurai pas l'énergie de regarder tout ça un par un, etc. Et puis moi, en plus, de ce point de vue-là, moi je suis un plasticien. Je viens même de prof ou d'enseignant où j'ai eu des cours sur la question du reproductible, ces choses-là. Et puis c'est même pas tant ces cours, c'est que
je viens de là et donc du coup, si vous voulez, pour moi, c'est normal de, comme un peintre va peindre par exemple tous les jours un arbre, c'est normal pour moi qu'il y ait des images qui se ressemblent ou qu'il y ait des envies parfois de filmer les mêmes choses. Donc en fait, si vous voulez, là il y a une dimension, pour le coup, quand j'ai créé ce projet où j'avais pas du tout, sûrement que j'avais pas du tout envie d'aller là, quoi. J'avais pas du tout envie, pour le coup, d'être à un niveau de planification tel qu'on fait bien attention, qu'il n'y ait vraiment rien qui se ressemble, que rien, voilà. C'est pas du tout comme ça que j'envisage la création. Donc on verra. On verra. Je peux pas, vraiment pas du tout présumer de ce qui se passera. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que ça donnera un élément de clarté. Ça permettra de savoir si cette chaîne peut faire partie de ce programme ou non. C'est évident que si c'est non, bon, ça aura un impact assez considérable. C'est-à-dire que le projet... Attendez, il fait froid, donc je m'en switch. Hop là, voilà. En fait, il fait de plus en plus froid. Et se dire que le projet, voilà, il ne pourra rien espérer de YouTube. Et donc, du coup, il pourra juste espérer partager le contenu, mais il ne pourra rien espérer d'autre. Et donc, du coup, voilà, c'est sûr que ça aura un impact. Ça aura un impact qui sera important. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le projet ne pourra pas du tout être financé, quoi. Il y aura, je pourrais penser à d'autres moyens, encore une fois. Et ça sera, c'est sûr, beaucoup plus dur. Ça sera forcément beaucoup plus dur. Mais bon, on va voir, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. De toute façon, moi, je suis pas quelqu'un de scolaire. Donc, on verra en temps et en heure si j'atteins ce palier, si ce que dira YouTube. Et puis, il faudra aussi espérer que les équipes de la plateforme donnent des informations claires, parce que c'est aussi, on peut imaginer tout dans leur intérêt, en fait, surtout si une chaîne marche un peu, de faire en sorte qu'on ait des informations claires pour justement arriver à être accepté par le programme. Voilà. Mais je vous le cache pas que voilà, j'ai un petit doute. Dire que je dis pas, j'aurais fait un truc très classique avec que des let's play à chaque fois différents. Mais j'ai fait plein de shorts très variés. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des doublons de shorts sur des cartes. Je veux dire, j'ai tellement eu des mouvements en fait dans cette chaîne de création très 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 nombreux que du coup voilà, c'est un peu difficile de revenir en arrière et de pouvoir tout analyser. Donc écoutez, moi j'ai plutôt envie de dire on verra bien. De toute façon, je pense que c'est quand même très, très difficile d'imaginer que cette chaîne puisse me permettre un jour d'en vivre. Il vaut mieux que je table sur la question du fragment. Parce qu'au fond, vous voyez, ce qui me va pas trop dans l'idée de la réflexion que je viens de vous partager, c'est qu'on voit bien que voilà, là, en étant partenaire YouTube, on est dépendant d'eux. Il y a des trucs qu'on maîtrise pas, on sait pas forcément. Donc ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, c'est refusé, il n'y aura rien qui empêchera d'avoir la chaîne, mais du coup, il faudra peut-être envisager un autre type, un Tipeee, et essayer d'atteindre, je sais pas, un financement
à moins 100 €, 200 € par mois pour que ce projet ait du sens. Et ça prendra du temps bien sûr. Mais ça sera plus dur parce que les quelques chaînes qui parfois ont de la pub, ben voilà, même si parfois ça fait pas beaucoup. Donc voilà, on verra bien. C'est vrai que j'aimerais en fait qu'il y ait cette assurance que le programme la chaîne puisse être acceptée, mais j'en suis pas du tout sûr en fait. Pour être tout à fait honnête, j'en suis pas du tout sûr. Sans compter qu'il peut y avoir des soucis techniques, parce qu'il y a longtemps, moi j'avais eu un compte aussi Google AdSense. Moi j'ai souvent de la poisse, souvent il y a des bugs. Est-ce qu'il n'y aura pas un bug aussi de ce côté-là? Je pars plutôt de l'idée en fait que pour moi du coup, j'ai envie en fait d'atteindre cet objectif pour y voir clair par rapport aussi au programme, quoi. Soit ça sera simple et je postule en fait, c'est accepté. En revanche, voilà, de toute façon, pour le moment en l'état, j'estime que la chaîne de toute façon n'a pas une communauté suffisamment grande pour ouvrir un Tipeee, quoi. Ouvrir un Tipeee pour avoir 10 €, ça n'a pas de sens. Vous voyez, là j'ai fait un sondage, il n'y a que 8, on est plus de 1000. Il n'y a que 8 participants, il y a pas mal de gens qui disent qu'ils aimeraient participer à la chaîne mais ils ne peuvent pas. Donc voilà, il faut que cette chaîne, elle est... Mais après, parfois il peut y avoir un mal pour un bien, hein. Être refusé au sein du programme, ça peut aussi amener à développer un contenu sur cette plateforme qui est uniquement pensé par rapport à des dons, et que tout d'un coup, je fais beaucoup moins de contenu. C'est-à-dire que c'est sûr que si à un moment donné c'est pensé par rapport à des dons, réellement que ça, et sans objectif de revenus publicitaires, et que du coup pendant longtemps, parce que je crois qu'il y a un système où on peut faire une demande, on peut redemander une demande, mais j'imagine qu'à un moment donné, si ce qu'on fait ne marche pas, peut-être qu'ils vont nous dire vous ne pouvez pas refaire de demande avant 2 mois, 3 mois, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc si on se retrouve tout d'un coup dans un système comme ça, c'est évident que pendant un temps T, il faut arriver à financer le projet, quoi. Et moi, mes vidéos de let's play, j'aime les faire. Et vous doutez bien que la quantité de travail que ça demande, à un moment donné, si je suis assuré que je ne ferai jamais partie du programme, je ne vais pas les continuer à cette densité-là. Ça n'a pas d'intérêt. Il faudra être dans une réflexion plus fine, plus globale, voir éventuellement avec vous ce qui peut être intéressant pour vous, et qu'au fond, que les actions, quelque part, un peu comme un Kickstarter, soient financées, quoi. C'est-à-dire voilà, les personnes qui ont soutenu, je pourrais éventuellement proposer des jeux, et du coup voir avec vous quels sont les titres sur lesquels vous êtes intéressés, qui a un let's play. Vous voyez, c'est un autre rapport. En passant par le programme partenaire, il y a un côté plus, dans un sens un peu plus libre, plus auteur. En passant par un programme financé au niveau que des dons, il y a un côté où moi je le vois comme ça, il y a un côté plus un dialogue avec vous, plus grand, avec des bons et mauvais côtés du coup, parce qu'il y a des types d'actions que je ne me verrais pas faire, je pense, moins faire. Donc on verra. Moi je continue en tout cas de penser que actuellement il y a une sorte de challenge en fait entre moi et vous, c'est-à-dire qu'il y a autant l'énergie que je mets que vous, votre capacité chaque jour à pouvoir soutenir une vidéo, à pouvoir poser un commentaire, à pouvoir essayer aussi de vous jouer un rôle dans cette création de communauté. Il y en a certains qui font des tentatives, et je pense que c'est des bonnes idées. Moi je fais aussi des tentatives d'ouverture. Vous vous doutez bien, on est des millions sur cette plateforme, c'est extrêmement difficile. Le fait déjà que
que Culture en soit arrivé là, c'est assez fou. Une chaîne avec ce niveau d'abonnés, c'est déjà assez fou. Ce qui manque maintenant, c'est vraiment, même pour vous, hein, quelque chose de plus communautaire. Ça reste une chaîne quand même qui est vraiment dédiée, je dirais, aux 15-77 ans, quoi. Je caricature, quoi. Pour moi, il peut autant y avoir un adolescent qui peut y trouver des choses, ne serait-ce qu'un let's play de Spider-Man, qui est un jeu, moi, que j'aime beaucoup, qu'une personne retraitée qui va tomber sur un sujet, sur la vie qui veut l'intéresser, ou en plus les choses peuvent se mêler. Hein. Ça peut être une personne retraitée qui joue à Spider-Man, évidemment. Pas de catégorisation, ou un adolescent qui est intéressé sur des sujets sur la question de la vie. Bien sûr, pas de catégorisation, mais en soi, la chaîne elle se destine à un public large pour moi. Voilà, je dirais ça, quoi. Je trouve que 15-77 ans, 15-100 ans si on veut, ça me paraît plutôt juste. Et donc voilà, on est toujours dans une semaine qui est assez, comme je le dis souvent, assez capitale. Pour moi, c'est-à-dire que dimanche, dans la soirée, je vais me faire un petit bilan. C'est-à-dire que soit, en fait, ça vire vers le rouge, donc ça veut dire qu'en fait, après toute une semaine à m'engager, soit, en fait, c'est déficitaire, donc ça veut dire que le nombre de visionnages est, en fait, en dessous, descend chaque jour plutôt qu'il augmente. Ou pas. Comme je vous disais, j'ai plus de 500 heures de visionnage qui me manquent pour faire ma demande de partenariat. C'est réellement beaucoup. Il faut comprendre que certains ne savaient pas que, en fait, quelqu'un pensait de la chaîne, il me disait, mais tiens, si tu mets des vidéos de 30 minutes, t'en mets 3 dans une journée, ça te fait 1h30. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Le temps de visionnage, en fait, c'est sur un an, c'est sur les 365 jours. Et donc déjà, se dire que les vidéos qui datent de plus d'un an ne sont pas comptées. Donc dès que vous voyez déjà une vidéo il y a un an, c'est que c'est pas compté. Et en soi, c'est pas du tout grave. Hein. Pour regarder toutes les vidéos, ça aide. Regarder des anciennes vidéos, ça aide évidemment la chaîne. C'est très important. Mais c'est pas compté. Ce qui compte, c'est donc ce que ça veut dire, c'est que si à un moment donné, dans une première année, vous aviez fait une vidéo mais énorme, avec 2000 heures de vue, et qu'à la fin de la première année, elle se termine, et vous êtes à 2820. Et la deuxième année, vous faites une toute petite année, en fait, vous allez vous en rendre compte, parce que tout d'un coup, cette vidéo de 2000 heures, elle n'est plus comptée, parce qu'elle était comptée que sur l'année en cours. La deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est que c'est le temps de visionnage qu'on appelle le temps de rétention. Et du coup, faudra peut-être quand même que je note. Faudra quand même peut-être que je note sur le titre de la vidéo que la critique l'avis sur le film de Clint Eastwood arrivera plus tard, en fait, je me dis. Je mettrai comme titre des informations sur la chaîne et donc du coup une critique, un avis sur le film de Clint Eastwood, parce que sinon on pourrait penser que ça arrive tout de suite alors que non. J'ai pas tout le temps l'idée sur le moment de tout mettre sur le tableau. Je sais pas trop comme c'est de l'impro. Mais le temps de rétention, c'est le temps en fait que les utilisateurs vont passer sur une vidéo. Je prends un exemple, souvent une durée lambda chez moi, c'est plutôt une durée moyenne basse, hein, mais évidemment il y a des vidéos qui font plus. Mais je parle de let's play. Hein. Imaginons une vidéo, je sais pas moi, tiens, Final Fantasy, 1 minute. Et bien, ça veut dire que c'est-à-dire que par exemple, si vous avez 20 vues sur une vidéo qui dure une demi-heure, mais dont le temps de rétention est d'1 minute, en fait, ça vous fait juste 20 minutes. Voilà. De visionnage en plus. Ce qu'on appelle même 0,20. Donc, sur 1 heure. Donc, voilà, il faut comprendre du coup que c'est très compliqué, qu'évidemment, souvent, les gens qui font des lives ont beaucoup d'heures de visionnage. Moi, je ne les ai pas refaits parce que
pour rien vous cacher, j'ai même eu un truc que j'ai pas compris sur mes lives, comme un bug. En fait, les lives se finissaient et ça me donnait un gros temps de visionnage, genre 4 heures de visionnage, 5 heures, j'en sais rien. Et en fait, c'est comme si le live était en traitement. Et une fois que le live était traité par YouTube, bah, tout d'un coup, le temps de visionnage, 0,2. Comme si tout d'un coup, la vidéo n'était plus une vidéo de live et se transformait en vidéo publiée. Et donc du coup, quelque chose sur lequel j'avais passé 4 heures et qui avait un temps de visionnage conséquent, tout d'un coup passait à 0,2. Le truc, c'est que quand vous n'êtes pas créateur de contenu, en fait, pour joindre le service, c'est vachement long, quoi. Donc du coup, bon bah c'est juste pas possible, quoi, au fond. Donc c'est vrai que ça a joué, parce que voilà, sans compter que je dois reconnaître que c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc, les lives. Voilà. En tout cas, si un jour j'en fais, j'en ferai vraiment avec des... faudra qu'il y ait du sens, quoi. Faudra qu'il y ait du sens. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, j'avoue, j'ai mis beaucoup d'énergie. Je dors pas hyper bien. Je pense qu'il faut que je ralentisse un peu de nouveau par rapport au projet. Par contre, pour tout ce qui est au niveau moral, tout ça, ça va. C'est plus de la fatigue que j'ai là actuellement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai peut-être un peu moins d'énergie pour faire des vidéos de dingue, quoi. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire par rapport à l'actualisation de la chaîne. Donc un point d'interrogation concernant tout ça. Une bataille quand même qui est vraiment un Everest, c'est-à-dire que vraiment c'est quand même vraiment compliqué, quoi, de devenir créateur de contenu, c'est vraiment difficile. Surtout en plus quand on n'est pas vraiment quelqu'un de l'actualité, on n'est pas vraiment quelqu'un de sujet, de montage, c'est loin d'être simple. Je pense que quand j'ai parfois vraiment de l'énergie, je la mets. Mais en soi, c'est quand même vraiment difficile. Donc au fond, mon énergie, elle est forcément, il y a des hauts et des bas, quoi. C'est logique. Et en même temps, je peux pas du tout me baser que sur du let's play parce que c'est tellement dépendant de l'algorithme que du coup là, je suis obligé de faire une vidéo comme ça. Et en même temps, mes vidéos sont pas comme dans du concept, comme un ASMR. Donc voilà, j'ai pas forcément tout le temps envie de faire des grands sujets. Donc voilà, il y a vraiment un côté un peu tranche de vie, un peu podcast, où du coup je vous partage un petit peu ce que c'est qu'aussi devenir créateur de contenu, quoi, essayer. L'aventure que ça représente et les difficultés. En même temps, je trouve que ça vous laisse, vous, un espace pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir soutenir, et que je trouve intéressant. Ce qui est peut-être un petit peu nouveau dans la vidéo que je vous partage aujourd'hui, et sur lequel je ne vous avais pas encore dit grand-chose, c'est effectivement ce point d'interrogation de plus en plus grand que je mets, où je me dis, mais en fait, tu vas peut-être un jour atteindre, dans les 3 mois à venir, 4 mois, ces 3000 heures, et peut-être que tu ne seras pas accepté, quoi. Et au fond, l'acceptation n'est pas du tout automatique. Et comme je vous disais, moi, je ne sais absolument pas si vraiment les retours qu'ils font sont précis et permettent, si on n'est pas accepté, de pouvoir modifier la chose et pour pouvoir l'être. Donc, à partir de là, alors après, si vous me disiez, mais pourquoi tu ne te mets pas tout de suite sur Tipeee ou quoi, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a un avantage au départ à être sur YouTube. C'est-à-dire que quand vous centralisez tout, quelque part, ça crée un avantage. Le fait, par exemple, que les membres soutien soient centralisés sur YouTube, c'est beaucoup plus simple. Qu'il y en ait qui passent par Tipeee, Alors, certes, il y a des commissions, des parties qui sont reversées à YouTube, je ne connais pas encore tout ça. Mais
Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus fluide. Donc voilà, alors après moi je suis quelqu'un de parfois un peu angoissé, très exigeant, peut-être que je m'invente un peu le bourrichon tout seul et qu'en fait la chaîne est tout à fait dans les normes. Écoutez, on verra bien, ça rend difficile de parler de quelque chose que je connais pas sur ce plan-là. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il y a aussi la question, comme je disais, du compte AdSense, parce que comme j'en ai eu un jour par le passé, est-ce que peut y avoir des... Parce que je l'avais désactivé, j'en avais plus besoin, est-ce qu'il peut y avoir des bugs? Moi, comme je vous le disais, je suis un peu spécialiste de ces choses-là, il peut y avoir des bugs, je sais pas. Donc, on peut atteindre un objectif à un moment donné, être empêché. Et puis, enfin... voilà, c'est à peu près tout. Puis après, il y a aussi tout le service aussi pour communiquer avec eux. Est-ce que ça sera fluide? Est-ce qu'on a vraiment des bonnes informations pour atteindre les objectifs demandés, quoi. Donc on verra, mais au fond, si jamais en tout cas ça se passait de cette façon-là, moi je trouve que ça sera très intéressant sûrement pour moi de penser autrement les choses. Il n'y a jamais qu'une seule possibilité en fait dans la vie. C'est comme la chaîne. Là actuellement je mets beaucoup d'énergie parce qu'en fait je sais que j'ai pas le choix. C'est-à-dire que si je mets pas toute cette énergie, honnêtement, je vous le dis, ça marchera jamais. C'est-à-dire si tout d'un coup, là, je pars tout de suite sur un gros boulot à 15-20 heures, un gros partiel, c'est impossible. Parce que avec les temps de transport, là actuellement, je dois prendre dans mes ressources finales pour voir en fait s'il y a quelque chose, tout en faisant attention bien sûr, hein, mais pour voir en fait s'il y a une brèche qui est possible. Si je prends pas ce risque-là, honnêtement, vu le contenu que je fais, c'est impossible. Ça n'arrivera pas, ça n'existera pas, ça sera impossible. Donc voilà, c'est pour ça que dans ce moment-là, même pour vous, je trouve que c'est intéressant qu'on sache tous un peu quelle peut être l'histoire à suivre. Alors le seul truc positif, c'est que par contre la situation de freelance, je l'ai déjà. Par mon activité de test, je suis déjà auto-entrepreneur. Et comme je suis accompagné par une petite société une société qui aide, voilà, il n'y aura sûrement pas de problème pour créer une activité secondaire ou passer en activité principale par rapport à ce qui est créé ici. Donc ça sera, on pourra dire, une difficulté en moins, il n'y aura pas un problème de ce côté-là. Donc au fond, si problème il y a, ça sera plus par rapport à atteindre ce palier et un éventuel refus du programme et une éventuelle manière de ne pas comprendre comment accéder à une acceptation, une adhésion, quoi. Mais après, en revanche, il y a aussi d'autres manières. Le youtubeur Gax, il a un compte Tipeee. Alors lui, c'est une grosse chaîne, hein, il a 95 000 abonnés ou plus. Bientôt 100 000. Il doit avoir 400 € de dons Tipeee. Donc voilà, bien sûr, une chaîne comme la mienne, j'imagine que ça ne pourra pas monter actuellement à plus de 20 € de dons Tipeee pour le moment, je pense. Et puis aussi, ça, si je dis pas de bêtises, mais il faudra avoir aussi peut-être PayPal éventuellement. Mais si je dis pas de bêtises, il faudra voir quand même comment accéder à ce programme si j'y accède, parce que le problème des abonnements, c'est que moi je trouve ça super qu'il y ait des gens parfois qui ont envie de faire un don irrégulier, tout d'un coup, un geste. Et dans que des formules d'abonnement, comme propose Tipeee ou autre, tout d'un coup il ne peut pas y avoir de geste, je crois. Donc bon voilà, ça peut quand même pas mal complexifier les choses. Donc voilà, on verra tout à l'heure. À un moment donné, je me suis fait un stress parce que je me suis dit mince, mais j'ai jamais mis de description au short. Et en fait, je m'en suis rendu compte que c'était finalement un peu automatique, donc ça allait. Et voilà, comme je vous dis, moi, il y a tellement de vidéos que honnêtement, si à un moment donné, il y a à revoir des choses, et si les choses qu'on me dit, c'est quelque chose de flou, votre contenu se ressemble trop, j'en sais rien, mais ça sera extrêmement difficile
si c'est flou, ça sera peut-être pas possible, quoi. Et comme en fait, moi, j'ai pas créé ce projet comme un auto-entrepreneur, en mode bien carré, bien comme quelqu'un qui a une stratégie, je reste, voilà. Hein. Et peut-être ça me fera comprendre que j'ai pas ma place aussi. Hein. Faut voir. En tout cas, à un moment donné, je peux m'adapter, mais je peux pas être différent de ce que je suis. J'ai ma nature et faut faire gaffe à ça. C'est comme, vous voyez, là pour le coup, je ressemble beaucoup à David Lynch, quoi. Il y a des choses que je peux absolument pas faire. Et Lynch, quand il refuse le Star Wars, il y a plein de gens qui auraient accepté, et à un moment donné, il y a quelque chose où sa nature, elle peut pas. Elle n'est pas adaptée à ça. Donc moi, je verrai si à un moment donné, le système YouTube, par rapport à ce qu'il demande, c'est trop compliqué. Enfin, voilà, il faudra peut-être réfléchir à autre chose. Voilà. Mais, et peut-être aussi, voilà, comme je vous disais, à bâtir une vraie communauté, quoi. Peut-être repenser le contenu, supprimer les vidéos de let's play à un moment donné, voilà, pour amener à une vraie proposition différente, type podcast, avec un financement, avec un côté émission. Faudra voir, quoi. Et en l'état, pour le moment, je trouve ça dommage d'avoir fait tout ce trajet pour ne pas atteindre ce truc-là. Il reste il reste environ 550 heures. C'est beaucoup. C'est sûr que si je gagne que 100 heures par mois, c'est trop long. Donc là, sur ça, vous avez un rôle à jouer très clairement pour essayer de faire en sorte que ça aille plus vite. Donc voilà en gros un peu ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là précis. Comme je vous disais, dans une journée où je suis un peu plus fatigué que les jours précédents, parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie, vraiment. Et là aujourd'hui je me suis réveillé, c'était très tôt, c'était même pas 6 heures. Donc voilà, et en même temps, il faut continuer, quoi. Donc je vous dis rendez-vous dans une à 2 minutes pour vous parler du Clint Eastwood. À tout de suite. Et ben écoutez, juré numéro 2 donc du Clint Eastwood. J'ai trouvé que c'était un très beau film. Un film très fort. Clint Eastwood est un maître, c'est vraiment quelqu'un qui a un talent pour raconter des histoires, pour avoir un montage invisible, comme je vous disais récemment, un peu comme Akira Kurosawa. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus nuancé que ce que parfois on peut vouloir faire dire, notamment dans son rapport aux armes. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de nuances. Et c'est un film très intéressant parce que c'est un film qui va se passer vraiment en lien avec la justice, avec un tribunal, avec une affaire. Et donc avec un panel de jurés. Et en fait, dans ce panel de jurés, l'acteur principal que vous avez dû sûrement revoir pour les plus jeunes dans une série pour ados britannique, je crois, qui est très connue. Et en fait, il a un lien avec l'affaire, il va se rendre compte qu'il a un lien avec l'affaire. Et tout le film va travailler une question de
de cas de conscience, de la culpabilité, de la justice en elle-même, du système. Et à un moment donné, comment on fait par rapport à tout ça, comment on se positionne. Et ouais, le film a une vraie... J'étais assez d'accord avec des critiques, c'est-à-dire que c'est un film qui... plus le film avance, plus au fond, et de la profondeur est gagnée. C'est-à-dire plus le film avance et plus on avance dans la profondeur. Et ça, je trouve que c'est très fort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail progressif vers tout ça. Donc, on a vraiment, on a des comédiens comme Toni Collette, qui est très connu. Mais ce qui est le plus saisissant, c'est que c'est vraiment un film, vous voyez, par rapport au Mégalopolis de Coppola, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est... Eastwood, il cherche pas à prouver quelque chose. Il a une histoire qui lui plaît, qui lui parle, et puis tout d'un coup, il en fait un film. Et donc du coup, la manière dont il traite le sujet, la manière dont il se place, dont il se situe, il y a une forme, comme d'habitude, de simplicité, d'humilité. C'est pour ça que sur ce plan-là, comme je vous disais, il fait penser à des cinéastes vraiment classiques, comme Huston, tout ça, parce que il a vraiment très clairement une manière, en fait, de traiter le sujet, une manière de se positionner, une manière de se situer par rapport à l'image, de se situer par rapport au sujet, notamment sur la question du jugement, du regard, quel est son regard à lui, comment il se positionne, voilà. Il y a une élégance. Alors bien sûr, c'est aussi un monde qui est quand même aussi assez américain, quand même, hein, bien sûr. C'est-à-dire, il y a quand même quand je dis américain, c'est qu'il y a un choix de casting qui est particulier. Il y a des choses en fait qui sont... c'est aussi un peu le monde de Clint Eastwood, quoi. On peut aussi moins aimer ça. C'est-à-dire que c'est des personnages quand même qui ont un certain type de physique, on n'est pas chez Tim Burton, on n'est pas... Voilà, on est dans une certaine Amérique quand même. Mais Eastwood, voilà, il traite ça, moi je dirais très calmement, comme souvent. C'est-à-dire que c'est vraiment un cinéaste, c'est un peu son secret, sa magie. Il a trouvé un rythme, il a trouvé un flow très particulier, une manière de filmer aussi qui est très particulière, au fond, par ce montage, et du coup, à partir d'un scénario, il travaille quelque chose, il travaille quelque chose. Et ça, c'est fort. On ne veut pas oublier que Clint Eastwood est aussi un pianiste. Quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Son fils, Kyle Eastwood, est musicien d'ailleurs. Et quelque part, tous ses films sont assez musicaux. C'est par hasard qu'il ait fait partie de l'anthologie, je crois, créée par Scorsese autour du blues. Je crois qu'il a une pièce et un DVD avec Ray Charles. Et qu'il ait fait par exemple des films comme Bird. Et dans ce film-là, la musicalité est comme souvent, parfois dans ces films, assez sombre. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dysfonctionnement. Et c'est toujours des films assez humains. C'est comme le film qu'il avait fait avec Tom Hanks sur l'avion. C'est-à-dire que ça vient questionner des choses de l'humain. Et on voit vraiment dans le panel des jurés cette diversité humaine, quoi. Et ça va venir travailler ça. C'est-à-dire que les humains vont parler, vont travailler quelque chose. Et ça, il le filme vraiment. Il travaille cette matière, il travaille cette diversité, il travaille ce questionnement. Et en même temps, il travaille aussi la culpabilité d'un homme, quoi. Et il travaille aussi la question de l'apparence, parce que qu'est-ce que c'est que
vivre avec une certaine apparence et en même temps avoir des choses en soi cachées ou en soi plus compliquées, quoi. Donc, je dirais que le casting est vraiment très réussi et que le film d'ailleurs va même qu'à la fin, le film, la fin du film est puissante. Voilà. Eastwood aime ouvrir les choses, il aime donner sa part au spectateur aussi, je pense. Le spectateur un peu comme un citoyen, quoi. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce film. Je fais une petite pause et je continue.
Et heureux. Et donc du coup, pour revenir sur le film de Clint Eastwood, ce que je peux vous dire aussi, c'est que, comme je vous disais, c'est un film assez sombre, assez dur. Moi, ma copine a trouvé que le film Here était un film assez enfermé. Mais le film de Clint Eastwood pourrait aussi enfermer un peu certaines personnes en le voyant. Donc voilà, je préfère quand même vous prévenir. C'est un film qui n'est pas si simple à voir quand même. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une sorte de vernis un peu apparent de surface. Et en fait, sous ce vernis, il y a des choses qui sont compliquées, quoi, que traite Clint Eastwood. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça. Moi, il y a aussi une chose qui m'a touché dans la mise en scène, c'est que si vous connaissez un peu ce cinéaste, c'est un cinéaste qui a des noirs magnifiques dans ses images. Million Dollar Baby, il y a une photographie en fait, souvent très très belle. Et il y a eu un moment donné où, dans une scène du film, un personnage éteint la lumière et tout d'un coup, il y a un noir magnifique. Et parfois c'est aussi ça, Clint Eastwood, c'est parfois un grand plan par exemple de ville. Et comme il pouvait y avoir dans Mystic River, il y a une pesanteur très particulière quoi, chez Clint Eastwood qui est vraiment propre, qui lui est vraiment propre quoi. Donc c'est sur ce plan-là que je dis que c'est un maître quoi. C'est quelqu'un qui a construit un langage, une manière de. On le voit dans beaucoup de ses films. Hein. Il y a une variété de ses films qui est très grande. Et honnêtement, dans Juré numéro 2, on le ressent. Alors c'est un film où, contrairement à d'autres films qu'il avait fait récemment, où il ne joue pas dedans, mais bien sûr, il y a des alternances dans sa filmographie de films où il joue dedans et d'autres non. Mais vraiment, vous verrez, je trouve le geste final, je ne vais pas le spoiler, mais très fort en termes de mise en scène. Parce qu'au fond, je crois que ce qui l'intéresse, c'est aussi de poser des questions. C'est aussi quelque part de faire en sorte que nous-mêmes, on devienne jurés, que les spectateurs de la salle de cinéma, d'où l'intérêt sûrement de voir un tel film au cinéma, parce qu'on le voit avec d'autres. Donc, il y a un vrai intérêt à partager l'expérience plutôt qu'à la voir chez soi. Donc voilà, c'est un film que j'ai aimé. Je dirais que c'est un très bon film. C'est pas forcément le plus grand Clint Eastwood, mais au fond, peu importe. Sa filmographie a une telle variété. On peut vraiment piocher, trouver des choses très très différentes. Il a eu parfois des moments donnés complètement crépusculaires. En tout cas, il a encore trouvé des acteurs justes pour son film. Moi, j'aurais tendance à observer qu'il y a vraiment des types de comédiens qu'il aime quand on voit. Alors moi, j'aime beaucoup Matt Damon, quand on voit Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio dans J. Edgar, que j'ai pas vu, je crois, et celui-ci. Il y a des ressemblances et en même temps, chacun est aussi différent. Voilà, il y a dans ce film-là peut-être pas une musique qui m'a particulièrement marqué, mais encore une fois, l'élégance m'a marqué. Il y a une élégance d'ailleurs du personnage principal. Et en même temps, il juge pas Eastwood. Il filme, il constate, il pose sa caméra là, comme ça, et ça crée un espace, ça crée une temporalité particulière. Allez, je vous retrouve dans quelques instants pour vous reparler un petit peu d'Incassable que j'ai revu hier de M. Night Shyamalan.
Alors dans le cinéma de Clint Eastwood, ce que je peux aussi rajouter, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire que c'est un cinéma, au fond, à mon sens, il y a beaucoup d'amour dans ce film. Un peu comme dans le cinéma de Shyamalan, mais c'est pas que sombre. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Alors j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai vu Jury numéro 2 en VO. C'est plutôt un film que je recommande en VO, évidemment. Pour moi c'est un très bon film, c'est au moins 7 sur 10. Avec recommandation, ça vaut le coup de le voir si vous prenez en compte un peu tous ces éléments. Puis ça peut donner envie de revoir des Eastwood, Let d'Iwo Jima, Mémoire de nos pères. Et j'ai revu aussi donc hier le Incassable en DVD cette fois de Shyamalan. Alors c'est intéressant de voir Incassable hier et après le Eastwood parce que Eastwood, voilà, comme je vous dis, on sent quand même qu'on est... Il a 94 ans, Eastwood, Clint Eastwood. On sent quand même qu'on a un cinéma où il y a une hauteur, un rapport au monde qui est... Et Shyamalan, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas quel âge il avait quand il a fait Incassable, à mon avis, il tirait entre 35 et 45, je ne sais pas trop. Mais lui, on sent que c'est un passionné de cinéma, c'est un passionné de plans, c'est un passionné de cinéaste, c'est un passionné de suspense, de rythme, de divertissement, d'imaginaire. Donc
il y a tout ça quoi, dans son film. Et, et pour le coup, si le Clint Eastwood, il m'a fait ressentir, je comprends mieux pourquoi parfois il y a des problèmes de financement et pourquoi il tourne en peu de jours. Parce que Eastwood, apparemment, quand il tourne, plutôt que de crier action, il lève juste le bras, il tourne le bras. C'est très silencieux, ces tournages. Et finalement, Shyamalan, c'est l'inverse, dans le sens où on imagine beaucoup plus toutes les équipes techniques qu'il faut pour faire un tel film. Et voilà, on est dans autre chose. Mais les deux sont beaux, quoi. Les deux sont beaux différemment. Deux cinéastes qui ont tous les deux un aspect d'ailleurs relié aussi au divertissement, parce que quand on va voir un Eastwood, on se dit pas encore un Eastwood, une sorte de plaisir comme on pouvait aller voir, je sais pas, un Woody Allen, une sorte de plaisir à aller voir un film de Clint Eastwood, quoi. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce jury numéro 2. En gros c'est ça, je fais encore une petite pause et je reviens vers vous. Ça me fait aussi penser que c'est, je pense, aussi un film, le Clint Eastwood, ça traite un peu aussi des générations, je trouve, des rapports un petit peu... faudrait se demander si ça traite pas aussi un peu, parce qu'il y a un tel panel varié que ça pourrait aussi, à leur manière, parler du rapport un peu homme-femme, les rôles. C'est aussi un monde moderne parce que il y a une scène où vraiment on voit la question, un peu comme dans Black Mirror, la question du téléphone est importante. Donc il se passe aussi des choses dans jury numéro 2 qui ne seraient pas passées il y a 20 ans. On sent que c'est quand même un monde qui a changé, un monde qui s'est... et a raison, et c'est une bonne nouvelle qui s'est féminisé avec des femmes plus fortes. Le personnage de Toni Collette est vraiment un personnage puissant. Au niveau du tribunal, c'est une juge. D'ailleurs, c'est pas un juge. Je pense que c'est important. La personne qui dirige le panel de jurés, c'est une femme aussi. Il y a une sorte de... comme un chef d'orchestre, quoi. Eastwood a vraiment... comme ça, il dissémine comme ça des choses. Tout ça, c'est pas du tout anodin. C'est peut-être sur cet aspect-là où vraiment Eastwood est un maître, c'est que tout ça est très 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 fin. Souvent, les maîtres, ils ont cet aspect-là. Il y a ça chez Lynch, il y a ça chez Kurosawa. Et effectivement, quand on pense à des œuvres récentes comme même le Mégalopolis, tout d'un coup, on se dit, mais Coppola, lui, il s'est fait manger par son ego, il s'est fait manger. Et là, Eastwood, c'est vraiment l'inverse, quoi. C'est vraiment le geste du maître qui pose comme ça ces choses. C'est vrai que de ce point de vue-là, les gestes récents que j'ai pu voir, même chez Malade, j'aime beaucoup son film d'un point de vue personnel. Et aussi, j'ai aimé le dernier Robert Zemeckis, Here. C'est un film que j'ai aimé. Mais c'est vrai que Clint Eastwood a cette chance d'avoir... Et c'est d'ailleurs toujours très fascinant, parce que je vous parlais un petit peu récemment du dernier Aki Kaurismäki que j'ai vu, c'est de voir à quel point parfois la manière de créer, l'âme est complètement différente de ce que le corps reflète. C'est-à-dire que Eastwood, il a plutôt un visage depuis 20 ans assez sombre, marqué,
tension. Et en même temps, petit à petit, on peut aussi voir une grande tendresse, une grande douceur. Mais c'est toujours impressionnant de voir comment ces films sont épurés, sont simples, il y a peu de fausses notes. On se demande même comment il y a une science, ouais, quelque chose. On peut même se demander comment il tourne, quoi, comment il arrive à faire tout ça. C'est assez étonnant. Alors il y a un autre grand film que j'avais vu récemment qui s'appelle Le roman de Jim des frères Larieux. Alors ça c'est magistral hein, comme film. Là pour le coup ça n'a rien à envier à Eastwood. C'est un film sur la paternité, sur un homme qui va avoir un rôle de père sans être le père. Et vraiment un film qui brasse de manière très plastique des sujets très beaux et très profonds. Et voilà, au fond, les films comme ça, les très bons films, les grands films, souvent ils brassent comme ça des choses. On le voit dans le Mulholland Drive de Lynch aussi. Lynch, il brasse quelque chose par rapport au rêve. Et il y a vraiment quelque chose comme ça dans Jury numéro 2. On n'est pas du tout que dans le réel. Il y a quelque chose bizarrement, alors qu'il filme que du réel. Il y a quelque chose qui se décroche, quoi. Il y a quelque chose en même temps qui fait cinéma. C'est totalement différent des Graines du figuier sauvage où à la fin il y a un côté très appuyé, très cinéma, très moi qui m'a déplu personnellement. Ou même le Emilia Pérez d'Audiard qui est bien, j'ai trouvé. Mais... Alors si je devais revenir sur le Gilles Lelouch où j'étais un peu dur. En soi, si vous voulez, c'est très bien qui marche ce film, etc. Là où moi je suis un peu dur, c'est je trouve que Gilles Lelouch fait un film pour répondre à l'époque, à un besoin sans s'en rendre compte. Et qu'à un moment donné, l'époque, elle est déjà tellement saturée, elle est déjà tellement remplie de bruit, que je trouve que ça fait bizarre de voir un film comme ça, au fond. Moi, j'aurais tendance à penser que les artistes, ils ont aussi cette responsabilité d'être dans l'époque, mais pas forcément de coller, quoi. Et là, on dirait que ça colle, quoi. Ça va vite comme l'époque. Les acteurs, ils ont un côté un peu époque. C'était pas un hasard, d'ailleurs. Moi, ça me fait rire de regarder parfois la Starac. Mais c'était pas un hasard que certains acteurs, ils ont été invités à la Starac. Il y a vraiment un côté où... Est-ce que parce que tout d'un coup ça devient le film des ados, c'est forcément un bon film, quoi. Moi, je suis pas forcément convaincu. Donc, moi, c'est un peu ça qui me gêne dans l'Amour, c'est que... Mais je pense que ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est le rythme. Je crois que c'est pas parce que tout d'un coup ça raconte une passion que ça explique tout, que ça résume tout. Et je crois que justement, dans le cas de Eastwood, ce qui est très fort, c'est que Clint Eastwood a un rapport au rythme qui est formidable. C'est vraiment un maître du rythme, quoi, quand même, Clint Eastwood. Donc, moi, je dirais que si vous devez aller voir Jury numéro 2, regardez la bande-annonce. Et déjà, rien qu'avec la bande-annonce, vous verrez un petit peu ce qu'est un cinéaste du rythme. Voilà ce que je pouvais vous dire. À bientôt tout le monde, et comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo, à la commenter, la partager, partager peut-être des expériences que vous avez eues avec le cinéma de Clint Eastwood, ou si vous avez vu le film. Et je vous dis à bientôt.